mai 2023. Version mobile de ChatGPT. Là, ça commence à causer. Et là, c'est la fameuse courbe qu'on a tous vue sur les réseaux. Adoption, je sais plus, en 5 jours, t'as 100 millions d'utilisateurs, le truc de fou. Ça n'est jamais vu nulle part. Ok, le pape en doudoune, tout ça, c'est venu avec. Non mais écoute, incroyable. Tu l'as vu celle-là? Bien Tout sûr. le monde l'a vu. La Balenciaga, là. Bon bref. Et Vous n'avez pas attendu 4 analyses BCG et 50 consultants pour dire « Ah, à la rentrée, il faut qu'on y aille ». on a identifié des champions de l'IA, des gens qui avaient déjà commencé à tester tout seuls. Comment j'ai fait ça? Et on leur a demandé, en fait, tu vois. Aux échecs. Ouais. L'IA est meilleure que l'humain, Ouais. c'est prouvé. Ouais. Mais rien ne bat l'IA plus l'humain. L'IA plus l'humain sont bien meilleurs que l'IA. Ah ouais, Ouais. excellent. Et ça, c'est assez marrant. Mmh. Il n'y a aucune IA Collaboration, qui quoi, bat hein. un humain plus l'IA. Bonjour à tous, bienvenue sur AI Corner. C'est le premier tournage de l'année 2026, donc je suis ravi de vous avoir avec nous. Et aujourd'hui, je reçois Daniel Fred, qui est le directeur SI de Schmidt Group. Je suis ravi de t'avoir, Daniel. Pourquoi? Parce qu'on travaille ensemble depuis presque 2 ans et aussi parce qu'on est tous les deux alsaciens. C'est important de le noter. Exact. On va parler un petit peu de tout ce que vous faites chez Schmidt en termes d'adoption IA et de transformation digitale plus large, parce qu'en fait, il y a pas que l'IA. Et avant de commencer, traditionnellement, je te demanderais de te présenter, s'il te plaît. Bien, d'accord. Daniel Fried, je suis alsacien d'origine, mais j'ai un peu bourlingué dans le monde. Mais je me suis posé quand même, après mon école d'ingé, dans une entreprise alsacienne. Et j'ai posé mes valises et j'ai appris énormément de choses. Pendant plus de 23 ans, j'y suis toujours dans cette première boîte. Je pense que c'est pas typique, c'est pas habituel, hein. Mais j'ai pu faire différentes fonctions dans cette belle entreprise. C'est une entreprise familiale qui s'appelle Schmidt Group. Et Schmidt Group est très connu en France et ailleurs, en Europe principalement, grâce à ces 2 marques, Schmidt et Cuisinella. Voilà. 2 belles réussites, 2 fleurons et c'est 2 leaders même du retail dans le domaine de l'aménagement de la maison. Bien sûr les cuisines, mais pas que. Aussi l'aménagement de toutes les pièces, etc. Donc un terrain de jeu incroyable, industriel. Et depuis 6 ans maintenant, j'occupe la fonction de DSI. Et donc mon terrain de jeu s'est élargi par rapport à l'interne de l'entreprise, puisque je suis en relation avec tous nos magasins, les partenaires concessionnaires qui sont des indépendants. Ils sont au nombre de 920 à peu près, 922 même je crois, en ce début d'année 2026. Et on fournit tous les outils aux vendeurs, aux poseurs, au chef des ventes, à l'assistante, bref, tout l'outillage métier est développé par mes équipes. Donc voilà, d'industriel, j'ai un peu appris le retail et c'est top. Voilà. Très belle description. Déjà, franchement, end-to-end. Non, mais parcours complet, on y reviendra. Schmidt Group, c'est aussi une entreprise qui a vraiment cette culture familiale. Tu disais que toi, tu as fait 23 ans. Oui. Moi, au fur et à mesure des missions qu'on a pu faire ensemble, j'en ai rencontré plusieurs, des personnes qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans. Et je trouve que c'est assez marrant de voir que cette culture familiale qui pourrait être vue de nos jours un peu vieillotte, tu sais, si je suis péjoratif, en fait, elle permet aussi d'innover vachement. Tu vois, il y a ce contraste entre boîte très familiale, ancrée dans les valeurs, mais qui, on va le voir, a aussi pas mal accéléré sur la transformation, en fait. Et on va parler un peu de ça. Ouais. Je crois qu'on est une boîte qui se transforme. C'est un peu bateau. Peut-être vous allez pas me croire, tu vas pas me croire, je sais pas, mais on se transforme depuis 60 ans, en fait. 60 ans, c'est un peu moins que l'âge depuis que cette boîte a été fondée en Alsace. Du business traditionnel de buffet, de cuisine, comme tu avais peut-être chez les grands-parents. À un moment, il y a une vision qui dit on va faire du meuble de cuisine équipée. Ouais. Là, on est passé du buffet traditionnel de la grand-mère. Nous, on appelle ça, on en a encore même qui sont exposés à l'usine. Ouais. Les buffets Heidi, où on était c'est des menuisiers qui travaillaient. On est passé sur les cuisines équipées. Et tu as eu des modèles en Formica, tout ce que tu as connu. Et puis, sur un modèle de fabrication en série, on s'est dit, tiens, il y a un truc à jouer. La série, ça fait du stock.
ça correspond pas forcément aux besoins du client, etc. Et un switch sur le sur-mesure, donc des nouveaux procédés industriels à développer, voilà, donc ça c'est une première grosse transfo. Ce qui est aujourd'hui un peu la valeur de marque de Schmitt. Ouais, Souvent, tout on à parle de fait. sur-mesure, Ah c'est ouais, ça qui est associé à la marque. Donc, complètement. ouais. On a inventé le sur-mesure, je dirais. On était les premiers. Aujourd'hui, c'est un slogan qui est un peu, hem, fourvoyé ou je sais pas, tout le monde se dit faire du sur-mesure. Mmh. OK, tu mets des meubles standards, puis au bout, tu complètes pour un truc qu'à la fin, ça rentre bien entre les 2 Oui, c'est murs facile d'appeler ça sur-mesure. sur-mesure, Ouais, alors qu'en fait, tu as ouais, changé juste la couleur et les petites ouais, c'est finitions. ça, c'est ça. Tu rien changé, à ton meuble de base qui est toujours standard, machin. Nous, le sur-mesure, c'est, chaque dimension est variable, en profondeur, en hauteur, en largeur. Ça permet d'avoir, une optimisation de stockage. On va parler d'usage. C'est vachement important de comprendre l'usage que les consommateurs font. Hem, Faire en sorte qu'on optimise le stockage, donc on optimise le prix versus, la valeur réellement rendue, tu vois? Mmh. Très important. Bref, c'est vraiment, une force qu'on a et on a l'outil industriel qui permet de faire ça, tout simplement. Mmh. Voilà. Et ce qu'on a aussi de particulier pour nos 2 belles marques, Schmitt et Cuisinella, c'est qu'il y a à peu près, allez, j'arrondis à 20 ans, on s'est dit qu'on savait bien faire ces meubles sur mesure pour la cuisine, mais qu'il y avait plein d'autres besoins dans l'habitat d'aménagement. Ça peut être des bibliothèques, ça peut être des dressings, et cetera. Là aussi, on est dans du full sur mesure, et on a commencé à développer, cette connaissance, cette capacité de faire des produits. Les outils de conception étaient, d'un autre temps, Mmh. carrément, il y a 20 ans, tu t'imagines. On a appris. On a appris et le produit et les outils. Aujourd'hui, on a des outils incroyables qui masquent toute la technicité de ce produit, car c'est un produit très complexe. Et le vendeur n'a plus besoin de se préoccuper de, ce truc que je suis en train de dessiner, est-ce que vraiment ce sera fabricable, Mmh. posable, pratique? Ça va tenir, les contraintes, physiques, et cetera. Tout ça, on l'a encapsulé dans des outils, voilà, et on les a pas trouvés du jour au lendemain, ces outils, tu vois? Quand je te parle de 20 ans, Mmh. c'est parce que tu as un temps industriel et puis tu as eu deux, trois steps technologiques, pour les outils, et là, le dernier qu'on a fait il y a 2 ans, laisse tomber. Magnifique. J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, mais également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. Et tu Magnifique. vois, c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que il y a quand même, que ça soit en interne ou en externe, une image très humaine et des valeurs très humaines chez Schmitt Group. Mmh. On a tendance, quand on parle d'intelligence artificielle, de penser Conto, de penser Stripe, de penser startup scale-up. Et justement, au contraire, vous avez quand même une ADN de transformation. Mmh. Tu viens de parler depuis Tout à fait. 60 ans. Ouais. Et donc, moi, j'aimerais bien que les gens comprennent que euh, mettre l'humain au centre, avoir des gens qui sont là depuis 20 ans, tu vois, si tu es là depuis 20 ans, ça veut dire que c'est pas le petit jeune qui connaît bien l'IA. Et ben en fait, c'est pas du tout antinomique avec être capable de se transformer, être capable d'être leader en Mmh. intelligence artificielle. Mmh. Et ça que j'aime beaucoup chez Schmitt Group. Ouais. Donc, j'aimerais bien peut-être commencer par là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre AI journey, de votre Ouais. comment ça s'est Juste passé? avant ça, Ouais. pour illustrer ce que tu viens de dire, tu as dit un mot, le mot: humain. Ouais. Voilà. Là, tu as une croyance en l'humain qui est ancrée dans les valeurs de l'entreprise de manière indélébile. Moi, donc ça fait 23 ans que je suis dans la boîte, un peu plus maintenant. On a eu, je dirais, il y a, allez, j'arrondis à 10 ans encore, une intervention de Isaac Getz. Je ne sais pas si tu connais. C'est quelqu'un qui a fait des bouquins et qui est intervenu pas mal en entreprise sur le thème de l'entreprise libérée. C'est-à-dire comment on Ah ouais, c'est bon. repense le Je l'ai. management, heu, voilà, à cette ère de changement d'époque, et cetera, et sans dire qu'on est une entreprise libérée, c'est un peu ça aussi, Mmh. fourvoyé comme terme, mais heu, ce qu'il y a derrière, c'est comment on croit en l'humain, comment est-ce qu'on responsabilise chaque, maillon de l'entreprise, comment on fait que les décisions sont prises au bon endroit. Voilà, ça c'est juste une autre illustration Mmh. d'une culture qui est impulsée par notre présidente, à qui, cette croyance en l'humain, le progrès
de l'ensemble des collaborateurs, c'est quelque chose qui lui tient Qui est super vraiment à présente. cœur. On l'a vu pendant les formations, Bien sûr, elle est ouais. là, elle lead. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah oui, effectivement, Ouais, ouais. elle était avec nous, bien Ouais, sûr, ouais. parce que toutes ces transfos, un, elle les a voulues, deux, elle les a vécues et elle les promeut. Donc voilà, c'est de même que notre directeur général. Voilà, on vit les choses et on y croit. Voilà. Donc Ouais, non, ça, mais c'était une petite précision sur la partie humaine. Tu vois. ouais, mais tu vois, c'est une bonne intro parce qu'en Mhm. plus, j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable, mais ok, mais comment alors tu fais pour mettre de l'intelligence artificielle parce que l'IA, ça va remplacer les humains, parce que l'IA, c'est pour la productivité, pour le ROI. Donc, comment tu mets de l'IA dans une entreprise qui est profondément humaine? Très bonne question. Et quelque part, ça choque, tu vois. C'est deux trucs, tu dis, c'est antagoniste, c'est quoi la chose? Et bah, tu vois, ce matin, j'ai encore le t-shirt. On était avec l'ensemble de nos partenaires concessionnaires francophones ici sur Paris. Et on a parlé de ça. On a parlé de ça. Et notre stratégie pour avancer dans ce monde digitalisé, parce que qu'on le veuille ou non, il est ultra digitalisé. L'IA, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. L'IA générative, ouais, c'est nouveau. L'IA, c'est vieux. L'IA, d'ailleurs, je pense que c'est toi et Lucas, vous nous avez bien acculturés à ça. L'IA, les GAFA, ça fait une paire d'années que c'est ultra développé. Tous les algorithmes de nos réseaux sociaux préférés ou de nos moteurs de recherche, tout ce que tu veux, bah, ils sont boostés à l'IA. L'IA, on vit avec, tous. Peut-être même certainement sans s'en rendre Souvent les compte. gens souvent les gens ont été touchés par l'IA alors qu'ils s'en sont même pas rendus compte. Et du coup, les ils ont Waze et l'impression. les machins, tout. C'est là depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, ça leur fait peur parce que c'est visible. Mais je trouve que ils auraient dû avoir encore plus peur de l'IA qui est pas visible, qui décide qui vont être leurs amis, qui décide qui va être le président des États-Unis avec les scandales qu'on a eu. Bon, c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est là depuis un moment, effectivement. Voilà. Qu'on le veuille ou non. Donc déjà, c'est pas nouveau. Deux, maintenant, tu as raison, c'est très visible. Et notre croyance, voilà, ce qu'on se dit, c'est que, l'humain doit toujours décider. Ça, c'est un dogme qu'on s'est fixé. Il y a toujours human in the loop à un moment donné. Et puis, on s'est dit que tous les outils, l'IA, c'est une technologie extrêmement puissante, très puissante. Et moi, en 25 ans d'expérience professionnelle, en 6 ans de DSI, avant j'étais dans l'informatique indus, tout ça, j'ai la grosse conviction que un outil reste un outil. Et il ne devient efficace que s'il est managé. Voilà. Donc la place du manager, la place de l'humain dans cette appropriation d'outils, dans cette exploitation des résultats, etc., restera primordiale. Alors, c'est sûr que il y aura des impacts sur les métiers. C'est sûr qu'il y en aura. Des gens n'auront plus les mêmes rôles qu'avant, ça c'est clair. Nous, on a connu ça dans l'industrie. Parce que il y a 60 ans, on avait beaucoup de process manuels. Il y a 30 ans, on a commencé à avoir des machines bien automatisées, individuelles, autonomes. Il y a 25 ans, on a commencé à les mettre en ligne. Et puis, il y a 15 ans, on a mis des robots. Je dis pas un peu partout, mais de plus en plus. Ouais. D'accord ? Donc, forcément, les métiers d'il y a 40 ans, c'est pas ceux d'il y a 30 ans, c'est pas ceux d'il y a 15 ans, c'est pas ceux d'il y a 10 ans. Maintenant, on a des conducteurs machines. C'est des gens qui ont de belles compétences, qui savent travailler avec la robotique, etc. Ce que ça donnera demain, ça va encore évoluer, c'est sûr. Mais c'est pareil pour ce qu'on est en train de toucher en ce moment avec l'IA, tu vois. Pour aller dans ton sens, j'ai une petite histoire que j'ai découvert qui illustre bien ça, que j'aime bien. Aux échecs. Ouais. L'IA est meilleure que l'humain, c'est prouvé. Ouais. Mais rien ne bat l'IA plus l'humain. L'IA plus l'humain sont bien meilleurs que l'IA. Ah ouais. Ouais. Excellent. Et ça, c'est assez marrant. Il n'y a aucune IA qui bat un humain plus l'IA. Médecine, aujourd'hui, les derniers tests montrent que l'IA est meilleure que l'humain. Qu'est-ce qui est meilleur que l'IA ? 3 IA, c'est marrant, c'est un nouveau concept qui s'appelle AI Debate. En fait, tu refais un peu la logique. Tu vois, imagine si là, on avait 3 médecins, en fait, leur diagnostic serait meilleur que 1. Donc, pareil, tu mets 3 IA, c'est meilleur qu'une seule IA. Qu'est-ce qui boit 3 IA ? 3 IA plus un humain. Et voilà. Donc, cette logique de système managé dont tu parles, il est super important parce qu'on a toujours peur de se faire remplacer. Mais en réalité, il n'y a encore aucune IA qui est meilleure qu'une IA plus un humain. L'intelligence collective. Quelque part, c'est marrant, cette hybridation. Alors là, c'est hybridé, tu vois, entre l'humain et l'IA,
ou les IA, mais c'est la puissance d'une intelligence collective. Ça peut Et paraître d'une presque un peu intelligence galvaudé. augmentée quelque part. Tu vois, le l'IA, mot. ça pourrait être intelligence augmentée. Ouais, c'est ça, parce qu'intelligence collective, j'ai l'impression que ça devient galvaudé, Ouais. tu vois, alors qu'en fait, c'est quand même très, très ça, tu vois, c'est de pouvoir. J'ai bien aimé la notion de système managé. En fait, c'est ça. Les IA, ça doit être des systèmes managés, bien managés. Il y a un autre truc que j'aime bien, dont on s'est rendu compte dans les histoires un peu marrantes. Tu vois, l'IA générative, c'est des technologies probabilistes. Ouais. Donc en fait, ça va te donner probablement une bonne réponse. Mais c'est toujours probabiliste et peut-être pas. Mais les agents IA, ce sont des architectures terriblement déterministes. Tout à fait. S'il n'y a pas un humain qui a pensé à la bonne architecture, qui n'a pas déterminé la bonne architecture, parce que l'humain, il a testé, il a analysé les ROI, il a compris le métier, et ben en fait, la probabilité, elle sera nulle. Donc c'est des IA probabilistes mis dans des systèmes déterministes par des humains, et ça, tu te rends bien compte du coup qu'il faut des humains. Tout à fait. Tout à fait. Le boulot d'ingénieur, il est pas prêt Ouais. de se tarir. Hein. On en Moi, je parlait un pense. peu en off. Ouais. Vous, je sais pas comment ça se passe, mais nous, on n'arrête pas du tout d'en recruter. Je pense que vous, c'est pareil. Il y en a besoin de plus que presque qu'avant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, des gens qui sont capables de faire, de programmer, de comprendre. Nos process, on est une industrie, d'accord. Donc, on a des process complexes, compliqués, tout ça. Va falloir les repenser quelque part. Ouais. Hein. Parce qu'on va pouvoir orchestrer des tâches, des bouts de ces process différemment. Parce qu'il y a des trucs qui sont répétitifs, rébarbatifs, pas super fun, que certainement on peut automatiser. Et au-delà de l'automatisation, c'est une automatisation un peu intelligente, tu vois. Voilà. Donc, il va falloir avoir des gens qui sont capables de ça. Et justement, j'aimerais bien qu'on passe un peu à ce sujet-là. Comment est-ce que vous, chez Schmidt Group, vous l'avez implémenté, l'IA, depuis 2023 ? Parce que justement, souvent, on entend que l'IA, c'est pour les entreprises déjà digitalisées. Si tu n'as pas la data, en fait, ça ne marchera pas. Tu vois, tu as les exemples d'Alan. Et vous, vous êtes une entreprise super humaine, donc pas forcément toujours parfaitement digitalisée parce que l'humain est au centre. Pour autant, vous avez quand même réussi à industrialiser des processus, à mettre en place l'IA avec des résultats probants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les 2 dernières années ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quels sont, toi, les succès et peut-être les leçons que tu as pu en tirer ? Ouais. Alors, entreprise très humaine, mais je pense très digitalisée quand même. Tu vois, quand je te parle des révolutions, des transformations qu'on a faites au niveau de la robotique, notre exécution, le modèle économique, si tu veux, c'est que tu viens en magasin, Schmitt ou Cuisinella, tu as un projet et on va te le designer. Ça va être superbe. Ça n'existe pas. C'est du virtuel. Déjà là, c'est de la data. D'accord ? Avec plein de règles, tout ça, très compliqué, tout est paramétrique, c'est top. Et ça, on va l'exécuter dans des usines très automatisées, sans aucun stock de produits finis, puisque c'est sur mesure et on va fabriquer à la commande. Donc tu te doutes bien que sur toute la chaîne de valeur, la data, elle est primordiale. Donc c'est vrai, beaucoup d'humains, mais beaucoup de data quand même déjà. Donc déjà quand même une culture, un beau SI. Hein, ça c'est cool, avec toutes les équipes, on s'éclate, ça c'est sûr. Et beaucoup de compréhension de cette technologie aussi de la part des métiers. Voilà, donc on a quand même ça qui est très ancré chez comme nous. une culture de la transformation et de l'innovation. Il y a quand même ça. Pour autant, on fait un petit voyage dans le temps. On arrive en 2023. Pourquoi je dis 2023 et pas 2022 ? Parce que la sortie de ChatGPT 3.5, tant qu'elle n'était pas en version mobile, elle était moins visible. Donc en novembre 2022, chez nous, ça passe à peu près inaperçu. D'accord ? Partout, quels que soient les services. Mai 2023, version mobile de ChatGPT. Là, ça commence à causer. Et là, c'est la fameuse courbe qu'on a tous vue sur les réseaux. Adoption, je sais plus, en 5 jours, tu as 100 millions d'utilisateurs, le truc de fou. Ça n'est jamais vu nulle part. Bam. Ok. Le pape en doudoune, tout ça, c'est venu avec. Non mais écoute, incroyable. Tu l'as vu celle-là ? Tout le monde l'a vu. La Balenciaga, là. Bon bref. On va te faire un short de ça, on est obligé. Pas de problème. Et donc, on écoute ça, on voit ça, ça commence à causer, quoi. Mai, c'est quasiment l'été. Juste avant de partir en congé, on est une usine, donc elle est fermée pendant 3 semaines, en août. Juste avant de partir pour cette fermeture d'usine, on a une discussion avec le directeur général, mon chef,
On dit, là, il y a un truc. Hein. Mmh. Ouais, on est d'accord qu'il y a un truc. OK. À la rentrée, en septembre, faut qu'on en parle. Faut qu'on creuse. Il faut qu'on se dise, qu'est-ce qu'on va faire chez Schmidt Group avec ce sujet? Parce que c'est un sujet. Et juste, on en parlait un peu en off, parce que donc, Laurent Bloom, qui justement est assez quand même un peu early adopter et qui a un peu ce nez, en tout cas, cet instinct. Fait, ouais. Et je te disais un peu avant qu'on commence que moi, c'est un peu mon facteur de succès que j'ai identifié dans les entreprises où ça fonctionne, c'est quand il y a un leadership dans le comité de direction, dans le leadership en général, qui dit on y va. Et donc, c'est exactement ce que tu es en train de dire. En fait, vous n'avez pas attendu 4 analyses BCG et 50 consultants pour dire « Ah, à la rentrée, il faut qu'on y aille ». Donc ça, pour moi, ça paraît bête, mais c'est super important d'avoir ça. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, faut le mettre en place, ça se cultive. Mais je pense que c'est aussi ça qui a fait que vous avez pu aller très vite, en fait. Ouais, en fait, il y a cette conviction. On dit, tiens, il faut qu'on s'en occupe. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on en parle plus largement au sein du comité de direction. Donc là, on est en septembre, on se dit, OK, on s'en occupe, très bien. Et nous, on a des rituels comme ça, où on fait des séminaires de comité de direction, je dirais 3 fois l'année à peu près. On a toujours celui de début janvier, hein, historiquement. On dit, il faut qu'on soit prêt début janvier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Via nos réseaux respectifs, etc. On contacte Lucas, ton associé, et on dit, Lucas, viens nous voir en Alsace. Alors, en plus, on a un autre séminaire, on le fait au fin fond des Vosges. Il y avait une espèce de tempête, il faisait moche, bref. Il a réussi à venir jusqu'à chez nous depuis Londres. Et on s'est régalé parce qu'on s'est dit, waouh. Et là, on a tous pris l'électrochoc. OK. Le truc, il est là. C'est indéniable. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, Lucas qui en plus est passionné, passionnant, il aime bien avoir des punchlines assez incisives, donc les messages sont passés. C'était l'objectif de nous secouer. Voilà, c'était un peu le pitch qu'on avait dit, vas-y. Et voilà, on a pris conscience de ça. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va continuer cette acculturation. On a un autre rituel dans l'entreprise qui est la Team 50. C'est les 50 N-1 du CODIR, si tu veux. On est une entreprise d'à peu près 2000 personnes. Et c'était 3 mois plus tard. Ah, t'es venu aussi. C'est là où on s'est rencontrés. Thomas. Et toi et Lucas, on a continué cette séance d'acculturation pour se dire et faire prendre conscience au top management qu'il y avait vraiment un sujet et qu'on saisissait. Donc, ça a été ma mission de un petit peu structurer ça dans une démarche pour l'entreprise, pour pouvoir commencer à avancer sur ce chemin qui est passionnant. Mais ça s'est fait sur lequel il ne faut pas se perdre, parce qu'on pourrait aller dans toutes les directions. Ça s'est fait de façon très itérative. Tout à fait. Parce que vous avez été à la fois réactif et en même temps méthode des petits pas. Commençons par faire un premier diagnostic pour voir où est-ce qu'on peut mettre des gars. Commençons par former 50 personnes, puis 100, puis... Et tout donc, ça s'est fait presque avec une méthode un petit peu agile, en fait. Quand je me refais le film un peu, tu sais. Mais il n'y a pas eu besoin de faire une stratégie tout de suite sur 2 ans. Ça a été, on va tester. Ah, ça marche, on continue. Et en fait, ça a été un peu aussi des facteurs de succès au final. Ouais, c'est ça. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va impacter? D'abord, qu'est-ce qu'on veut? Et bien sûr, on va impacter la vie quotidienne des collaborateurs de l'entreprise. Ça, c'était le premier step. On s'est dit, OK, il y a une espèce de tronc commun pour tous, comme ça. Et puis après, il y a les utilisateurs dans l'entreprise, ils ont des métiers. En quoi leur métier va être transformé? Deuxième strate. Puis 3, on est des retailers. Donc, on a un sujet business. Et en quoi on peut impacter plus fortement le business. Donc, ça, c'était... nos cibles. On savait qu'on avait ces 3 strates-là à attaquer et on s'est dit comment on va le faire. Et on ne les a pas attaqués les 3 de la même manière, tu vois. Est-ce que tu dis sur les petits pas? Ça, c'était déjà pour le première strate, c'est l'IA pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi l'outil qu'on va utiliser chez nous? Bonne question. Et c'est là qu'effectivement, on a commencé à tester. Alors bien sûr, tu as la version gratuite de cet outil t'essayes. Oui. Mais ça marche pas pour une boîte. On a des sujets d'RGPD, on a des sujets de confidentialité de données. Donc, à un moment, tu mets tes billes chez qui?
Non, Ça, c'est j'ai la bonne failli te faire question. un peu un panneau disclaimer. Attention, RGPD sécurité, ne faites pas d'outils gratuits. Mais c'est bon, Ouais, tu ouais, l'as rattrapé, voilà. tu t'as rattrapé le point. Mais ouais, mais alors justement, je voulais aussi qu'on parle de ça parce que d'accord, il faut un outil qui est payant parce que problème de sécurité et Mmh. parce que tu veux pas que tes données elles se retrouvent dans les données d'entraînement. Mmh. Bon, il y a combien d'employés Everyday User, ça Mmh. représente combien de personnes chez Schmidt À Group? peu près 800. 800 personnes. Mmh. Bon, on sait que, pour ne pas les nommer, les licences des GAFAM, c'est 25-30 euros. Donc, très vite, si tu fais 800 fois 30 euros fois 12, tu arrives à des centaines de milliers d'euros. Ouais. Bon, bah alors, comment on fait? Comment on fait pour tester sans se ruiner? Comment on fait pour tester? Parce que tu peux pas tester 14 outils en même temps, là. Comment est-ce qu'on fait? Alors, comment on a démarré, en tout cas, c'est qu'on a identifié des promoteurs, des champions de l'IA, des gens qui avaient déjà commencé à tester tout seuls. Comment j'ai fait ça? Et on leur a demandé, en fait, tu vois. En septembre, quand on s'était dit qu'on allait lancer quelque chose, on avait fait un petit sondage comme ça. Euh, Salut les collègues, qui a déjà utilisé ce genre d'outil? Je vous demande pas ça en tant que DSI, je vous demande ça en tant que collègue. Moi, je veux pas vous dire de pas le faire, je suis curieux de savoir. Et donc, hallucinant. Donc, tu avais, je sais plus, une bonne cinquantaine de personnes, facile, hein, de tous les métiers, hein, toutes les métiers de l'entreprise. Juste un de l'informatique. Tous les autres, c'était des gens en dehors de l'informatique. Ah ouais. Ils avaient tous testé quelque chose, tu vois. Ouais. Et donc, ces gens-là avaient commencé. Ces gens-là avaient de la curiosité, et c'est de ça dont on a besoin au départ. Donc, c'était nos premiers champions, et c'est les premiers qu'on a formés, et c'est les premiers qu'on a équipés d'un outil officiel, tu vois, pour démarrer. Donc ça, c'était par rapport à la taille de l'échelle au départ. Et puis après... Et juste, je rebondis Vas-y. là-dessus, et ces gens-là, ils t'ont pas attendu. Non, C'est ça aussi qui est mais non. intéressant. C'est que... Tu sais, les fameux 100 millions qui, en 5 jours, ont Ouais. démarré ChatGPT tout seul, ils faisaient partie. Hein. Donc, et c'est pour ça que ces gens-là, il faut les identifier. En Ouais. plus, je trouve que c'est tellement pas compliqué. C'est-à-dire que il y a une bonne pratique toute simple, effectivement. Faites un questionnaire. Un questionnaire avec 4-5 questions, Ouais. vous envoyez En à tout le disant, monde. on n'est pas là pour vous piéger ou vous dire c'est pas bien, tout ça. Non, moi, je suis pas dans ce genre de posture, en tout cas. Oui, le Shadow IT, ça existe. Oui, le Shadow IA, ça existe aussi. Oui, on s'en occupe. Mais en même temps, on bride pas tout. Voilà. Donc, identifier, accompagner ouais. les premiers users. Ouais, Ok. tout à fait. Voilà. Et donc, premier user, donc c'est là où tu mets du payant, quoi. Ok. Et puis, tu avais les premières versions de Bing Copilot, je sais pas si tu te souviens, qui étaient relativement sommaires, certainement basées sur un 3.5 de GPT. Même en 2024, quand GPT avançait, bon, ils étaient restés sur la version de base. C'était inclus dans nos licences normales de la suite bureautique, la fameuse que tout le monde a dans son entreprise. Donc, ça, c'était l'outil pour tous. Puis après... on a pu faire des formations, notamment avec vous, hein, sous différents formats, des webinaires, on a fait du e-learning, voilà, pour pouvoir médiatiser un peu plus large. Et puis, il y a à peu près 1 an, je pense, j'ai rencontré une start-up française, pas très loin d'ici, qui s'appelle Delos. Et j'en ai déjà parlé dans un podcast d'ailleurs. Ils ont un modèle un peu différent. Et Pierre, pour le nommer quand même, donc qui était à ce micro-là il y a quelques épisodes aussi. Ouais, exactement. Donc, exact. Okay. Vous pourrez retrouver, j'en profite, mais vous pourrez retrouver l'épisode du coup avec Pierre de Delos qui explique du coup cette solution dans les épisodes IA Partners. Tout à fait. Donc, nouvelle approche. Ils utilisent des LLM en arrière-plan, mais ils refont la couche, l'interface utilisateur sur des cas d'usage bien précis, des cas d'usage rencontrés dans toutes les boîtes, clairement. Et moi, j'avais observé que l'adoption d'un Bing Copilot ou même d'un ChatGPT, ça marche pas chez tout le monde, ça c'est sûr. Donc, tu as une espèce de marche, tu sais, pour commencer à adopter ça, qui est pas simple. Hein. Et encore aujourd'hui, on n'a pas craqué ça totalement chez tout le monde. Et cette marche, pour pouvoir la franchir, on a trouvé que l'approche de Delos, elle était pas mal du tout. Donc, c'est là qu'on a commencé à accélérer, on a diffusé ça beaucoup plus large. Et Delos a un modèle de fair price, si tu veux, où tu peux commencer à utiliser dans un environnement sécurisé. Et puis, si tu es un tout petit utilisateur, tu commences, t'arrêtes, mais t'arrêtes. Mais à un moment, quand tu as mis vraiment le pied à l'étrier et que tu es dedans et que tu es un vrai et que tu consommes vraiment du token, mais ça te sert.
Mais c'est Là, marrant tu parce que deviens sur une licence je payante. me Très souviens, intelligent. je crois que je me souviens d'une interaction avec toi. Je crois que c'était sur un post LinkedIn où justement, moi, je piquais un peu un coup de gueule sur les abonnements SaaS à l'abonnement Mmh. que je trouve d'un autre temps. Et je trouve que aujourd'hui, le fait de payer à l'usage, bah, c'est ce qu'on devrait tous avoir. Mais On bien devrait sûr. tous payer à l'usage. Mais oui. Et donc, cette logique de faire price que Delos fait, je trouve ça super intelligent, c'est Mmh. smart, c'est rusé. Mmh. Parce qu'en fait, c'est juste bien. En fait, tout le Ouais, monde le est reste, content. moi j'appelle ça un peu du racket, tu vois? Bah, franchement, tu Voilà. sais, quand tu fais ton, Et tu c'est testes. dangereux, hein. Pour moi, c'est dangereux parce que là où on est maintenant, moi j'ai besoin d'un outil, j'ai pas besoin d'avoir toutes les fonctionnalités de l'outil, je m'en fous en fait Mm, d'avoir les 100 fonctionnalités, j'en ai besoin de 10. D'accord? mm, Moi ou enfin pour mes interlocuteurs des directions marketing, commerce, et cetera. Demain, je pense que on va pouvoir se le faire cet outil assez facilement avec du Lovable, avec ce qu'on veut, mm. j'en sais rien, d'accord? Peut-être pas tout de suite, mais rapidement et donc si chacun est capable de se faire son soft facilement, si j'étais éditeur de SaaS, je commençais Ouais. Puis à m'inquiéter un peu, tu t'en as, vois? c'est encore pire Voilà, où tu sais quand tu dois payer à l'année pour faire le test. Non, non, mais moi je trouve que voilà. Je non. milite avec toi si tu veux, on fait une assoce, Ouais, ouais. exactement. Mmh. On va aller Faut mettre des faire bouger banderoles les dans Paris. lignes. Ouais, Ouais. ouais. Là, mais ça, donc ce premier niveau de everyday user, bah, peut-être rapidement sur Delos, il y a donc un point pour leur rendre hommage quand même qui est intéressant. Il y a pas mal de personnes qui ont parlé de ça, c'est de se dire le prompt est mort, vive le prompt. Delos, ils ont un peu cette approche de dire non, non, mais nous on veut pas que nos utilisateurs ça soit des prompt engineers. Non, non, on veut Tout que à nos fait. utilisateurs ils cliquent sur un bouton en fonction des 4 ou 5 utilisations qui ont plus de sens. Ouais. Et ça, c'est un principe que nous, on va aussi essayer de pousser de plus en plus dans les agents qu'on déploie, Ouais. c'est-à-dire d'aller faire des mini-apps. Tu vois, Mmh. là, 2026, ça sera un petit peu ça. Moi, je vois beaucoup cette logique d'agents, Mmh. mais qui sont en fait en interface des mini-apps un peu low-code, Mmh. no-code. Tu parlais de Lovable, mais ça peut être fait sur d'autres choses, où en fait, on prend un usage et le LLM, il va être en back. Ouais. Et en front, Ouais. bah, on va te faire la bonne interface, puis on va te faire juste un petit bouton à Ouais. cliquer, puis une petite molette, et ça t'évite d'être prompt ingénieur, de je sais quoi. C'est ça, je pense aussi, Totalement. l'avenir, quoi. Totalement. On a c'est-à-dire la capacité à bien comprendre c'est quoi l'expérience utilisateur que tu veux. Pour tous les logiciels, c'est pareil, hein, de toute manière. Mais l'UX design, très important. Et la technicité, elle est derrière. Mm. Ça, c'est clair, quoi. Et donc, un boulot d'ingénieur, il y en aura toujours, pour pouvoir, orchestrer ça correctement, mettre le bon agent, qui fait la bonne tâche de process. On revient à la discussion d'avant, hein. Mm. Mais c'est clair. Enfin, je suis très convaincu de ça aussi, hein. Et nous, tu vois, on commence à réfléchir à recruter des UX et UI designers. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, pour qu'il y ait de l'impact, il faut de l'usage. Mhm. Ouais, si tu fais un super produit, mais que le truc, il fait pas rêver, bon, on va pas y arriver, quoi. Donc, Tout à fait. Ouais. qu'est-ce que, selon toi, comment est-ce qu'on intègre justement l'IA dans les métiers? Est-ce que tu as quelques exemples, que ça soit in retail ou même peut-être dans les process avant, peut-être de chantier dont tu peux parler? Ça, c'est un terrain de jeu énorme, hein. On est d'accord. Vendre des cuisines, c'est pas simple du tout. Parce que c'est pas des cuisines sur catalogue, hein. C'est un produit qui est complexe. C'est un produit qu'il faut comprendre. Ensuite, il y a, si je me mets dans la peau de tous nos quelques milliers de concepteurs-vendeurs qui travaillent au quotidien superbement, donc ils ont une fonction de technicien pour comprendre c'est quoi le produit. Produit pas simple. Commerçant, commercial, naturellement. Commercial, ça veut dire un peu psychologue, ça veut dire, voilà, faut rentrer en relation avec le Ouais. client. Notre métier, c'est un métier de relation, de comprendre des besoins, de comprendre les coups de cœur, les attentes, etc. On n'est pas dans du standard. Voilà. Donc, on fait du sur-mesure. Ça doit avoir, excuse-moi l'expression, de la gueule, hein, ce qu'on fait. Et quand on a fait cette révolution du rangement il y a 15 ans, là, ou il y a 20 ans, c'est bien aussi parce que nos cuisines ne ressemblent à aucune autre. Parce qu'on arrive à intercaler des éléments décoratifs et tout. Super beau, quoi. Bon, bref. Donc, cette patte de designer, décorateur, bon, tu vois, ça commence à en rajouter de la Psychologue, difficulté. vendeur. Mais de Ouais. tout, de tout. Mais c'est super complexe. Donc ça a deux effets, ça, que ce soit complexe. Un, ça veut dire que il y en a qui peuvent se décourager. Il y en a peut-être la marche est trop haute ou quoi, mais en tout cas, c'est pas évident à apprendre tout ça. C'est beaucoup de travail. Donc c'est ça, pas comme dans facile, tout le retail, tu as du turnover. Donc du turnover sur un métier entre guillemets simple de vente, c'est quelque chose. Sur un métier complexe où tu as plusieurs mois d'apprentissage, c'est un vrai enjeu pour nous, hein. ouais. Voilà. Donc dans ce retail là, en tout cas,
si on arrive à trouver des cas d'usage où, comme tu viens de dire avant, la complexité, on la cache derrière quelque chose qui est simplifié. Voilà. Quand je vous parlais des outils, c'est la troisième génération d'outils qu'on a sur la conception de rangement là. C'est exactement ce qu'on a fait. La complexité, on l'a mis derrière Mmh. et on a fait une interface utilisateur qui va bien, qui est intuitive, et cetera. C'est le propre du digital. C'est simple, c'est facile, c'est accessible. Voilà, donc on le fait soit avec du code pur et dur, soit, maintenant avec les notions que je t'ai dit de psychologie, d'apprentissage, de masse de données qui sont quand même, ouais, qui sont dures à digérer. Et si tu peux parler et recevoir une réponse, Mmh. c'est pas mal, non? Voilà. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on investit. On n'est pas encore au bout, de loin pas. On commence à faire, quelques cas d'usage qui sont vraiment sympas. Voilà, j'en parlerai, je pense, d'ici 1 an un peu plus. Ouais, Mais, là, tu vois un petit peu, il y a et je pense que tous les métiers sont concernés. Voilà. ouais, c'est plus les grands concepts, qui sont, sans aller dans le détail, qui sont super. C'est, en fait, le vendeur, non seulement, en fait, ce que j'aime bien, moi, dans cette histoire, c'est, on veut mettre de l'IA, mais en fait, on a bien compris que si demain, les gens, ils ouvrent la porte de Cuisine Schmitt et ils voient une sorte, d'écran qui Mais s'appelle, non, vendeur et qui mais c'est un pas du tout, robot, mais bon, pas il y du a tout. aucun moment où ça va Mais non, fonctionner. Par contre, mais non. d'avoir un vendeur qui est peut-être un petit peu plus présent, parce que plutôt que de prendre des notes super complexes, en fait, on l'a aidé. Il y a plein de choses, assez simples Ouais, finalement, à ouais, mettre en place et c'est cette approche un peu humain first, mais comment est-ce qu'on le facilite en lui enlevant plein de choses, où au final, il a pas le temps. Cette approche-là, j'ai l'impression, globalement, ouais, qui est en place chez Schmitt et ouais. qui a vachement de potentiel, quoi. Bah, donc, tu as la notion de pénibilité du travail, en tout cas difficulté, voilà, si on peut le faciliter, c'est canon. Je t'ai dit, c'est un métier super technique. Des erreurs, ça existe. Mmh. Il y a personne qui fait pas d'erreur, hein. Parfait, ça existe pas. Donc si là aussi, des systèmes nous permettent de faire des choses sans erreur, c'est bien pour le vendeur, naturellement. C'est surtout très bien pour nos clients. Parce qu'une erreur de conception, ça veut peut-être dire un SAV, tu vois? Ça veut dire, un aménagement qui n'est pas terminé du premier coup, qui va forcément embêter, nos clients. On essaye d'en avoir le moins possible, naturellement. Seulement, on fait quelque chose sur mesure. C'est pas un truc sur catalogue, hein? Donc, cette chose-là qui a été designée en magasin, qui est super belle, elle va être, décomposée, les plans de perçage, dans la grande, très, très grande majorité, tout roule. Mais de Mmh. temps en temps, ça roule pas, ça existe. Donc là aussi, tu vois, si on arrive à atteindre encore mieux nos objectifs de qualité, il y a toujours de l'amélioration et bien sûr, on prend. Il Mmh. y a pas de Réduire débat, en les fait, erreurs, ouais, voilà. ouais. C'est dans l'intérêt de l'humain qui est le client final, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et puis, il y a des logiques économiques derrière. Pour nous, il y aura des bénéfices, mais surtout, il y a de la satisfaction Mmh. des clients, à la Qui est clé. corrélé, en fait, Mais tu oui, sais que c'est par là mais que tu bien vas passer. sûr, mais bien sûr. On arrive, déjà à la fin. Déjà? Ouais, Eh ben, dis donc, tu ça vois, passe ça vite, passe hein? vite, ouais. Ouais, trop Ouais, vite, hein. je fais pas encore des épisodes de 3 heures comme Mathieu Stéphanie. Peut-être que, tu vois, prochaine fois, tu viendras en début d'après-midi. Ouais. Il y a une question, que je veux te poser, qui est un peu ma question traditionnelle aussi, c'est, si tu devais, donner 3 conseils à, un directeur, SI, d'une grande entreprise ou un directeur transformation, IA digital, qu'est-ce que ce serait? Mmh. Hem, Mes conseils. Je pense que la position du DSI qui peut, hem, engager son entreprise sur cette voie-là, c'est d'abord une position où le DSI, il est proche des métiers. Donc, en tout premier, faut cultiver. En tout cas, c'est faux, c'est un peu facile à dire, il y a qu'un faucon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je cultive, pour mes équipes et moi-même, une relation proche du business, de la réalité des collègues. Peut-être que mon parcours, où j'ai pris, des chaussures de différents jobs dans la boîte, tu sais, on n'est jamais dans les chaussures Mmh. des autres, en fait. Ben c'est bien des fois de prendre les chaussures des autres et de comprendre les problématiques, voilà. Cette proximité, un peu cette empathie d'une part et puis cette compréhension des enjeux de l'autre, c'est vachement important. Donc quand déjà tu as cette proximité, de dire: «OK, mon cher collègue, je pense que tu le sais peut-être déjà, il y a des outils pour t'aider. Tu peux avoir la tentation d'y aller sans moi parce que tu trouves qu'on n'est pas assez proche, mais si regarde, je suis proche de toi, on peut y aller ensemble. Et après,
c'est accepter que les changements prennent du temps. Ça, c'est tous les... Juste sur le premier, je me permets, je vais le brosser un peu dans le sens du poil. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que vous avez super bien fait et qui, malheureusement, souvent là où ça marche pas, c'est à cause de ça, parce que la DSI est vue comme le grand méchant, l'empêcheur de tourner en rond. Malheureusement, il y a encore trop d'entreprises où la DSI est vue comme ça. Et quand c'est pas le cas, quand elle est proche des métiers, moi je dis souvent qu'une bonne transformation, c'est un triptyque entre la DSI, le métier et la RH qui se parlent, tous les trois. Ouais, c'est juste. Quand ça fonctionne comme ça, en fait, ça débloque tellement de choses. Ouais, nous, on avait utilisé le modèle Orga, Process et Système. Voilà, t'es pas loin. C'est les trois mêmes bouts de triangle, si tu veux. Ça, c'est clé, en fait. C'est ça qui fait marcher l'entreprise. Par rapport à ce que tu dis, moi, je jette pas la pierre. On est tellement soumis au niveau de l'IT, de toutes les boîtes, à des injonctions, à des contraintes de c'est dans le rôle aussi. Ouais, de c'est machin. dans le rôle aussi. Voilà, donc bon, c'est un chemin. Voilà, chacun le parcours comme il peut. J'ai hérité d'une DSI qui avait déjà une super maturité, en fait. Hein, voilà, moi, c'est pas moi qui ai tout fait de long, jamais, quoi. Cette boîte, elle a 60 ans. Moi, j'ai fait que les 6 dernières à l'IT. Hein. Voilà, donc c'est un chemin. Et puis, les organisations, elles progressent. Voilà. Voilà. Top. Ok, je t'ai coupé, tu allais parler de... Qu'est-ce que je veux dire le temps. La courbe du temps. Ça, c'est, il faut accepter que les changements, ils prennent du temps, forcément. Il faut les impulser fort, ça, c'est clair. Il faut avoir un sponsor, pas que le DSI. S'il n'a pas de collègues sponsors de la démarche, moi, j'avais avec moi le directeur général, bien sûr, ça aide. Hein. Et l'ensemble de mes collègues du comité de direction sont partie prenante et sont sponsors de la démarche. Voilà. Donc là, c'est royal. D'accord, c'est vraiment royal. C'est la bonne manière d'attaquer un sujet de transfo. Maintenant, il faut avoir un sponsor avec. Tout seul, je pense que c'est dur. Et puis, après, il faut accepter que ça prenne du temps. On met de l'engagement, mais le temps que ça aille par capillarité, que ça descende entre guillemets, tu vois, dans les équipes, que les équipes changent, ça prend du temps. Les équipes, elles n'ont pas que ça à faire en fait. Elles gèrent un du vrai run. métier à côté. Bien sûr, non, mais naturellement, tout le monde gère du run, tout le monde gère du projet. C'est balèze. Qui aime le changement? Personne n'aime le changement. Non, personne. Voilà. Et ça, c'est un changement majeur. Voilà. Donc, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'énergie. Il faut accepter que ça prenne du temps. Mais ça peut bouger aussi très fort. Voilà. Donc, et puis après, comme tous les changements, tu commences par des promoteurs, et puis après, ça entraîne par le fait de capillarité d'autres personnes, etc. Ça prend du temps. Voilà. Un troisième conseil, je sais pas. Joker. J'y ai pas réfléchi. Ouais, je t'ai préparé dépourvu, mais j'aime bien faire ça un peu parce que ça fait plus naturel. Mais écoute, Daniel, merci beaucoup. Moi, je retiens effectivement, l'IA, c'est pas antagonique de l'humain. Avancer par itération, naturellement. Petit pas, être agile, tester, changer, avoir une bonne collaboration avec les métiers. Tout à fait. Et pas être trop pressé. Exact. Ça te va comme mot de la fin? Ça me va comme conclusion. Super. T'es excellent, Thomas. Merci beaucoup, Daniel. À très vite. Très bien. Merci.